Alors c'est reparti. Donc entretien avec Naïm Merabé, février 2019, dans le cadre de l'expo Printemps algérien. Printemps algérien. Donc à Roubaix, à Tourcoing. Voilà. Au musée de la piscine. Au musée de la piscine. Et c'est parti. Avec Najib, bien sûr, Najib Babela. Donc l'idée, au niveau de la forme, on met sur le couloir en fait donc les portraits, les paysages urbains et les paysages un peu pastoraux, quoi. Et dans les cabines, différents thèmes sont abordés. Dans la photo, j'aime pas trop en dire. Faut laisser vraiment les gens découvrir et donner un peu leur interprétation. Mm-hmm. Le thème de ce qui a été donné dans le cadre de cette exposition, c'est Fenêtre sur l'Algérie. Ok. Alors je sais pas si je te montrerai l'affiche. Je sais pas si tu as vu l'affiche. Tu sais, ils sont dans une grotte. J'ai pas vu l'affiche, non. Ils sont comme dans une grotte comme ça et ça fait une forme de fenêtre en fait. D'accord. Elle est sympathique la photo. Ok. Donc après ensuite par cabine en fait il y a des déclinaisons. Et les déclinaisons en fait que je donne, en vérité la trame c'est je traite de mon enfance en fait. Je traite de mes souvenirs d'enfance en Algérie. Donc je suis venu en France, j'avais l'âge de 3 ans à peu près, avec mes parents. Et on dit que en fait, ce qu'on vit entre 0 et 3 ans, ça reste dans l'inconscient en fait. Ouais. On n'a pas souvenir, mais c'est logé quelque part, c'est sûr. Et donc c'est la retranscription de tout ça en fait. Donc ça traite de l'enfance. Et les déclinaisons que je donne derrière, c'est par thème en fait. Les thèmes sont dégagés par cabine. Donc il y a 5 cabines, il y a 5 thèmes. Ok. Première cabine, en fait, ça traite de l'enfance, c'est les souvenirs directs. Voilà, c'est beaucoup de photos d'enfants. Donc c'est ça en fait, ça c'est l'affiche. Donc on voit bien qu'il y a une fenêtre, mais ce qui m'intéresse c'est cet enfant-là qui regarde et voilà, c'est un peu moi qui regarde vers ton futur. Vers mon futur, etc. Alors moi, ce que je voulais te poser comme question, c'était par rapport justement à la forme, à comment tu as pris les photos là-bas, parce que connaissant un peu l'Algérie, c'est vrai que c'est très compliqué de photographier en Algérie pour plein de raisons. Et là, on est dans la street photo, donc c'est un peu... c'est très compliqué. Les gens que tu connais pas, donc tu parles pas avec eux Ah si. À très longtemps, en fait. Donc moi, je suis retourné. Donc il y a une phase où il y a un blackout, c'est les années 90. Donc c'est la guerre civile en Algérie, c'est la décennie noire. C'est très compliqué. Je suis dans un âge où je suis franco-algérien, donc je suis à un âge où je peux être mobilisé pour partir à l'armée, etc. C'était pas quelque chose que je voulais. Donc je retourne dans les années 2000 où j'ai mon sursis, etc. Donc la situation commence à se calmer. Mes premières photos sont numériques et c'est des photos famille en fait, où je photographie beaucoup la famille. Et c'est avec une rencontre avec un ami qui s'appelle Mohamed Flites. Et je discute avec lui sur le fait que voilà, il me dit que voilà, c'est important qu'on témoigne. Nous, on a une responsabilité en tant qu'immigrés de témoigner de ce qu'on vit là-bas, de figer le moment, de partager un maximum, documenter en fait. Et moi, ça a fait écho en fait en moi. Je dis bah oui, mais j'avais un appareil photo numérique. J'en ai même acheté plusieurs. Le premier que j'ai acheté, donc c'est Aldi en fait. Et j'en ai acheté plusieurs par la suite. Mais je le gardais dans ma poche en fait. J'arrivais pas un petit peu à le sortir pour prendre une photo. C'était impossible. C'était parce que c'était vraiment. Mais alors, juste une question comme ça entre deux. Du coup, quand tu dis documenter, c'est documenter sur une période précise ou non. Là, par exemple, les photos, c'est de quand? C'est à peu près de quelle période à quelle période? Il y a une période forte en fait. Donc c'est là où je passe à l'argentique. Il y a une période forte où, on va dire, à partir de 2010 en vérité. 2010. Il y a quelques photos d'avant 2010 qui sont numériques, mais elles sont à 98%, c'est de l'argentique. Argentique, d'accord. Pourquoi l'argentique? Donc c'est cet ami-là, donc Mohamed Flites, qui me dit, voilà, choisis cet appareil-là, photo. C'est un Olympus MGU Stylus Epic. C'est un argentique. Et c'est pas celui qu'on appelle le Leica du pauvre? Le Leica du pauvre, exactement. Exactement, c'est celui-là. Et donc il me dit, voilà, toi, déjà tu pourras prendre des photos sur le vif, ça fera des belles photos, et c'est super discret, on dirait un peu un jouet en fait. Et
Et tu m'as dit, tu verras, mettre l'œil dans l'objectif, dans la lupiette là, ça va te permettre de te concentrer. Déjà, dans un cadrage et une vision. Ah oui, complètement. Ouais. Le problème du numérique, c'est qu'on mitraille, quoi. Et moi, sans trop réfléchir. Sans trop réfléchir. Okay, donc, avec justement ce Leica du pauvre, moi, ça m'a permis, ça m'a libéré parce que parfois, j'avais dans une main mon téléphone et le MGU dans l'autre main. Et parfois, je suis au téléphone et je vois une scène, ça va très vite, quoi. Et je photographie. Et donc, c'est avec cet appareil-là que j'ai pu vraiment faire un travail. D'accord. Et quand tu me parlais de ton ami, avec qui tu discutais de documenter l'Algérie et tout ça, pour en revenir au sujet dans la rue, aux gens que tu rencontres, est-ce que tu parles avec eux ou tu voles un peu des moments comme ça Alors, en vérité, pendant toutes les années 2000, je parle plus que je photographie. D'accord. Je découvre les gens, je redécouvre les gens. Parce que dans les années 80, j'ai des souvenirs. On allait tout le temps en Algérie. Mais il y a déjà un gros travail où je vais discuter, échanger avec les gens. Lui, je le connais, c'est Faisal. Lui, c'est Ali Yeux Bleus, qui est un artiste à Alger. Lui, c'est un ami de mon père, c'est Mohamed Bakayar, qui est antiquaire. Qui est antiquaire. Mais lui, il veut pas qu'on le photographie, par exemple. Ça se voit d'ailleurs. Il veut pas du tout. Il se cache, etc. Et même si je suis le fils de son meilleur ami, il veut pas du tout. Et alors, ça vient d'où, ça, en Algérie, par exemple? Il y a un problème, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, problème, mais on veut pas que voilà, il faut pas montrer qu'on photographie les gens, quoi. Et tous les grands photographes font le même constat. Michael van Grifferen, celui qui a photographié la période des années troubles en Algérie, le dit en fait clairement. Il dit, moi j'étais dans les années 90, c'était chaud, mais à un moment donné j'ai fait connaissance avec des personnes. Il parle d'un vendeur de légumes au marché, Bab El Oued, et il a vraiment bien sympathisé avec lui. Et il dit, à la fin je dis, vous savez, je vais vous faire un superbe portrait. Il dit non. Et il a insisté. Non, ne me fais pas un portrait. Il dit, mais on se connaît. Il dit, mais je vais pas profiter de ça, etc. C'est pas par rapport à la religion, ça? Alors, beaucoup se disent c'est la religion. Je sais pas trop, très honnêtement. Parce que c'est pas que dans... Là, j'ai réussi à photographier. C'est dans les pays musulmans en général, c'est difficile de prendre des photos des gens. Alors, est-ce que c'est par rapport à la représentation, justement Les gens, après, quand on va chez les gens, il y a beaucoup de photos, c'est ça le problème. Quand on va chez les gens, donc je suis parti dans plein de maisons. Des photos de famille. Des photos de famille, donc si c'était interdit, on ferait pas de photos. Non, je crois que c'est... Il y a une ambiguïté là-dessus. Il y a une ambiguïté là-dessus. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, en fait. Alors moi, ma photo, elle est... Du coup, moi, j'ai développé des techniques... Moi, je me suis beaucoup inspiré des grands photographes, notamment Gary Vinogrand, où lui il fait de la photo. Il y a des vidéos qui circulent sur lui. Parfois, il met pas du tout l'œil, il met pas l'appareil photo dans l'œil. Là, il est comme ça. Donc là, moi, je fais un peu les mêmes techniques, quoi. C'est pour ça que ça s'apparente vraiment de la street photo. C'est la street photo. Alors, parce que la photo, on cible, on pointe. C'est un peu stigmatisant, quoi. On est là, on déshabille les gens, en fait. On tire dessus, quoi. On dit, on tire, on shoot. C'est ça. Ça, les gens, ils aiment pas. Alors que les prendre comme ça, un peu en random, il y a un côté... Non, je sens une scène. Improvisé, quoi. Je sens une scène, là, je me gratte la tête. Je me gratte la tête, et puis... Par exemple, celle-ci du... Alors là, j'en profite. C'est dans un mariage. Il y a de la musique shabi. Et lui, c'est Mohamed, il est complètement fou. Il est en transe. Et donc là, j'ai aimé ce jeu de main où il est complètement parti. Là, c'est la cabine, en fait, croyance. D'accord, ok. Les croyances. Il y a beaucoup de croyances autour de la danse. Ça, c'est une danse, d'accord. Il y en a une autre aussi. C'est bien qu'on tombe là-dedans, justement, par rapport à ce que on se demandait tout à l'heure sur la représentation, justement, pourquoi les gens n'aiment pas qu'on les prenne en photo. Alors là, c'est une cabine autour des croyances. Donc là, c'est Naïsawa ici. Ici, c'est Naïsawa. C'est la poussière. C'est Naïsawa. Naïsawa, en fait, c'est une danse un peu mystique. Un peu trans où avec les bendir ils vont emporter les gens dans la musique et les gens vont rentrer en transe, vont être comme ça et
ça libère plein de choses, c'est un peu une thérapie. C'est comme les cérémonies soufis, tout ça. Exactement, ça se rapproche de ça. C'est l'une des branches, ok. Il y a une personne qui va parler, qui va dire un poème, etc. Okay. On parle là. Et c'est où ça? Ça, c'est à Médéa. À Médéa. Okay. Là, eux, ils vont chanter Yamoula Saka. Ils parlent du saint patron de Blida, en fait. Okay. J'ai oublié son nom, Yamoula Saka, Sidi Ahmed. Sidi Ahmed El-Kbir, qui est le saint patron de Blida. Et là, eux, ils vont chanter sur lui. En fait, donc c'est mystique. Ici, c'est à Sidi Abdelrahman, le mausolée de la Casbah d'Alger, où les femmes vont allumer une bougie, en fait. Voilà, c'est Camille qui traite des croyances. Et des rituels. Et des rituels, en fait. Okay. Il y a beaucoup de passion. Les gens croient en ce qu'ils disent. Voilà, là, c'est à la mosquée. Ici, c'est à la mosquée Hanafi de Médéa. Ce qui est intéressant ici, c'est que ici, c'est une écriture ottomane, en fait, équivalent du turc, traduit en arabe ici, indiquant en quelle année il a été construit la mosquée. Ici, c'est on dirait que c'est un combat de bâton. Combat de bâton, ça s'appelle le matrag. Et le matrag, en fait, c'est mi-danse, mi-combat. Okay. En fait. Il n'est pas là en train de vouloir le savater, voilà, mais c'est un peu comme la capoeira. C'est la capoeira. C'est un peu de la capoeira. Mais voilà, au départ, voilà, les gens continuent. Toujours à Médéa, ça? Toujours à Médéa. Toujours à Médéa. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu autour du petit atlas, c'est-à-dire à Blida, Médéa et les environs. D'accord. Qu'est-ce que je voulais montrer? Donc ici, il y a le monastère de Tibérine à Médéa, tristement célèbre. D'accord. Beaucoup de mystères, etc. J'aime bien cette photo parce que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que les moines, ils ont été tués. Voilà, j'ai voulu faire un rapprochement avec le chat qui donne sa langue au chat. Et il y a encore des moines? Il y a encore une présence chrétienne. Il y a encore une présence chrétienne là-bas. Et c'est un lieu magique. Si tu as l'occasion d'y aller. J'ai jamais. Alors, c'est dans quel coin exactement? À Médéa. C'est à Médéa. Tibérine qui est un petit peu sur les hauteurs. Donc ça aussi, les influences mauresques, ça montre bien leur intégration totale aux gens. C'est des gens. Ça, c'est Alger, c'est la masjid de la pêcherie. J'aime beaucoup ce masjid aussi qui est superbe. Et ça, c'est la synagogue de Médéa. D'accord. Alors, on voit les tables, la petite armoire où on va loger la Torah, qui est maintenant un atelier de poterie en fait. D'accord. Qui est un atelier de poterie. Ça me semble important de... Et pourquoi Médéa? Alors, tu as choisi d'aller là-bas Moi, je suis originaire de Médéa. Tu es originaire de là-bas? Alors, moi, je suis originaire de Médéa. Et Médéa, c'est une ville que je connais bien. Mais c'est principalement Médéa, aussi Alger. Mais Médéa, en fait, il faut tenter de traiter le sujet quand même, parler de son enfance. Donc, ça se déroule à Médéa. Et en cherchant un petit peu l'histoire de la ville, je trouve que cette ville, elle concentre beaucoup des cultures de l'Algérie, en fait. Il y a une culture amazigh là-bas, ça c'est sûr. Ça se voit dans les noms des quartiers, dans les noms des sources, dans les pratiques culturelles des gens, même s'ils ne le savent pas. Il y a bien sûr une couche arabe avec l'apport de l'islam qui est très clair. Et il y a une culture aussi un peu du passé ottoman. Il y a encore beaucoup de familles qui ont un patronyme un peu ottoman et andalou. D'accord. Et ça se voit beaucoup. Par exemple, c'est la richesse des cultures. Exactement. Et elle concentre tout ça. Elle concentre tout ça. Parce que il y a par exemple, ce qui est rare aussi, c'est qu'il y a une mosquée Hanafi, de rite Hanafi. Hanafi, c'est que les Ottomans. Nous, c'est que Malikite en Algérie. Et donc, c'est intéressant de voir tout ça. Et dans les noms de famille, il y a encore beaucoup d'Andalous, des Oudramoul, des Rarnaté, qui sont Rarnaté. C'était un peu pour montrer aussi la complexité de l'Algérie à travers une ville. Voilà, et les photographies, il y a un mix de tout ça. Et voilà, c'est pour ça que je dis, bon voilà, c'est un extrait de tout ça. Ici, c'est le haïk. C'est l'habit traditionnel des Algéroises. Et il y a le porte, voilà. On est à Bébéjdid, en amont, à l'entrée de la Casbah. Il faut descendre. Et j'ai aimé... voilà, c'est fou qu'elle continue à porter ce haïk, quoi. Alors que, voilà, c'est quasiment plus porté. Ici, c'est la maison du petit-fils de l'émir, Émir Khaled. D'accord. À Médéa, on a Dar el-Émir Abdelkader. Donc sa maison, en fait, son ancien état-major qui était
qui était à Maaskar, qui était à Médéa, maintenant qui est devenu un musée. Ce qu'ils ne savent pas les gens, ça c'est le petit-fils de l'émir Khaled, c'est sa maison. C'est un état qui n'est pas super. Et voilà. Ouais, là c'est clairement en train de se dégrader. Complètement. Donc il y a un amour pour l'Algérie, mais en même temps, les pouvoirs publics sont pas forcément. Là, c'est un peu à l'abandon. C'est très dommage. Alors que le propriétaire veut s'en débarrasser en fait et dire soit vous faites un musée, un musée ou la suite de la maison de l'émir. Et ça, c'est un peu triste. Il y a toujours un côté nature, urbanité en Algérie. On voit un petit peu ici les nouveaux buildings. Ça, c'est la plage du colonel Abbas. Voilà, il y a quelque chose qui dégage dans cette photo. Et voilà, j'aime bien prendre aussi ce type de photo. Ok. Alors là, on est toujours dans le. C'est la même croyance. Ok. Donc voilà, il y a toujours un mélange. C'est l'urbanité ici sur le couloir. Ok. Alors, est-ce qu'on peut plutôt se faire dans l'ordre les cabines, après on revient par le couloir, pas de souci. Comme ça on fait un peu le... Alors dans mon enfance... En essayant de faire un échange sur le global, pas de souci. Peut-être qu'on peut se prendre une photo ou deux comme ça pour... Alors ici c'est la cabine des métiers, donc toujours en lien avec mon enfance. Moi, j'ai grandi à Roubaix et moi, il y avait toujours des choses qui, quand j'allais en Algérie, qui m'impressionnaient, qui me chatouillaient l'œil. Je disais, c'est fou, quoi. Moi, j'étais ébahi, en fait. Et voilà, il y a toujours les conducteurs, les chauffeurs. Voilà, il y a un jeu de miroir ici qui est sympathique. Ici, c'est le vendeur de sardines qui fait un appel aux gens, comme un appel du muezzin de la mosquée. Au marché. Ouais, exactement, au marché. Lui, c'est un vendeur, c'est un herboriste. Voilà. Et il y a encore tous ces petits métiers, qui sont conservés. Mais moi, maintenant, je me dis, mais comment il vit en fait? Ils vendent ça 30 dinars, 40 dinars. C'est quoi? Mais finalement, finalement, il vit pas plus mal qu'un agriculteur qui vend aux grands distributeurs aussi, peut-être pour encore moins cher que... Peut-être, mais il est pas malheureux. C'est sûr. Il rigole et tout, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et voilà, je le photographie à son insu, il ne sait pas. Ça, c'est quelque chose d'assez rare, c'est le berrah. Le berrah, c'est la personne qui annonce en fait le décès de telle personne dans les cafés. Et il annonce prière sur le mort, donc après salat au dhuhr ou après salat de machin, merci de venir, et les gens ils sont à l'écoute, de ça. Ici c'est un cordonnier ambulant, et voilà, lui il s'inscrit dans cette urbanité, dans la nature, avec l'arbre, avec l'arbre, et les gens venaient en fait lui donner une chaussure, et là pareil, c'est un défi. Il fait partie du décor, quoi. Exactement, ils se font dans le décor. Et c'est ce qui est de fascinant en Afrique. De toute façon, en général, ces scènes-là, elles sont partout en Afrique. Et c'est des gens qui sortent, qui descendent dans la rue et qui font un peu... Il y a beaucoup moins de règles au niveau des papiers, tout ça. Donc, les métiers en Algérie, en Afrique, c'est un défi pour le néolibéralisme, je veux dire, avec le profit à tout prix. Eux, ils sont dans cette baraka, en fait, dans ce peu là qu'ils essaient de s'attirer. Ça, c'est le vendeur de tapis, on voit toujours l'image du vendeur de tapis. J'en ai vu des magnifiques comme ça dans le désert, des vendeurs de tapis fluo, ils étaient fluo avec les laines naturelles, tu sais. D'accord. Ici, c'est un réparateur de cocotte minute et de cafetière. Donc il y a tous des petits métiers comme ça. Il y a même un réparateur de parapluie, spécialiste que dans le parapluie. C'est dingue. C'est bien, c'est éco. Ouais. Écologique. Exactement. Là, c'est le vendredi, il y a souvent des personnes qui... bonjour. Il y a souvent des personnes qui viennent comme ça. Là, c'est un gouel en fait. Il fait un poète, il fait un poème. Et voilà. Et il attend que les gens le payent, donnent une pièce. Et il récite quelque chose en fait. Et voilà, ça, je sais pas, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que ça va toujours exister? Lui, il fait le mtaqba en fait, c'est une sorte de pain en fait, avec de la date. Ça, c'est à la Casbah d'Alger, du côté de Sidi Ramdan. Pareil, il fait que c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Avant, on nommait les gens en Algérie en fonction de leur métier en fait. Et là, ça continue encore en fait.
Lui, c'est le vendeur de lait battu, les cahiers. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens sont face au mur, en fait. Il y a pas encore cette culture, voilà, de terrasse, etc. Voilà, on a un peu hachma, on a un peu honte voilà, on ne veut pas montrer peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas les moyens. Les gens se dépêchent de manger. Ouais. Ça, c'est fou, quoi. Alors qu'ici, on est devant les vitrines. On est dans les vitrines, on montre, en fait. Et là, on mange comme ça devant tout le monde. Exactement. C'est deux approches différentes, en fait. Ah, c'est sûr. Voilà, donc là, c'est les tripes. C'est les tripes, enfin, il y a des gens qui achètent. C'est connu à Médéa, ils aiment bien les tripes, donc les têtes de mouton. Là, on est toujours à Médéa ici. Hein. Toujours à Médéa. Okay. Médéa. Donc là, pareil, vendeur ambulant. Voilà. Ok, super. Donc les métiers en Algérie. Alors ici, c'est. Le football. Ah, le foot, ok. Le foot, le sport roi en Algérie. Donc en général, tu es vraiment dans enfin ici en tout cas, dans une approche sociologique quoi, de l'Algérie. Un peu sociologique, en général. Ouais. Ok, montrer l'Algérie à travers. Est-ce que quand mon prisme de vue. Est-ce que quand tu as pris les photos, tu étais déjà dans ce classement par sujet? Non, je vais te dire très honnêtement. C'est Cartier-Bresson qui dit ça en fait. Hein. Il faut écouter ils sont pas avares de conseils en fait. Ouais. Et ils nous aident. Enfin, moi en tant que jeune photographe, ils m'aident un petit peu à construire un récit, à réfléchir sur ce que je veux vraiment. Je suis dans la réflexion avant la photo. Après la photo, mais sur le moment, je suis dans l'intuitif en fait. Ouais. C'est des intuitions en fait. Parce que si je commence à réfléchir, voilà, tout fout le camp en fait. T'es pas dans le reportage. Aujourd'hui je vais aller faire je vais aller faire un reportage sur le foot. Vraiment, je suis dans l'intuition en fait. D'accord. Parfois j'ai le cœur qui bat. Ouais. J'ai mince, il y a un truc là. Il y a un truc. Et voilà, je vais tourner autour. Sur le moment. Il y a quelque chose. Et puis ça me stresse parce que je peux pas prendre de photos. Il faut que je regarde autour de moi. Moi j'ai des amis qui se sont fait coffrer. Hein, qui sont embarqués. Ils disent mais pourquoi tu prends des photos? Donc moi une fois, il y a un policier qui m'a arrêté, mais il a vu mon appareil. Il me dit c'est quoi ça? Je dis c'est un appareil photo. Il l'a pris pour un jouet en fait. Heureusement il m'a pas trop embêté quoi. Et voilà, ça rajoute un peu au stress. Et t'as beaucoup d'amis photographes là-bas en Algérie du coup? Alors depuis oui j'ai beaucoup d'amis. Je fais partie même d'une association là-bas qui est l'association Alpa des jeunes photographes algériens. Ok. Non, il y a un engouement pour la photo. Ouais. Avec les jeunes générations il n'y a pas moyen quoi. Et on en rigole parce que quand on se fait arrêter par un policier, la première chose qu'il dit, surtout quand il voit un groupe de jeunes photographes comme ça, c'est comme autorisation. Vous avez une autorisation? Non, mais la cache autorisation. Donc, et là, ils essaient de casser ça. Là, récemment, j'ai vu même des jeunes avec leurs gros appareils réflexes, voilà, faire des photos pour les publier sur Instagram parce que il y a un changement dans la pratique. Les gens ont tous un Facebook, ils veulent tous. Mais même, je veux dire en général, les gens qui prennent des photos, les touristes par exemple, qui prennent une photo avec leur appareil, avec leur téléphone. Et tu vois un flic qui sort de nulle part en demandant s'il y a une autorisation. Ça fait partie de la politique de. Mais je vois un desserrement quand même. Surveillance, Exactement, je vois un desserrement. La DRS, ça, il faut pas filmer dans les aéroports, faut pas photographier parce qu'il y a toujours le palais de la présidence quelque part. Moi, une fois, mon père il m'a limite giflé. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu prends comme photo? Mais il y avait des sources comme ça, je trouvais ça beau. Mais il y avait la caserne au-dessus, je l'avais pas vu en fait. Voilà, Et il dit mais vas-y démarre, laisse-nous tranquille. Avec tes photos là, tu nous embêtes là, laisse-nous tranquille. On va avoir des problèmes. C'est pas évident de prendre. Sur ma réflexion, je suis dans c'est intuitif en fait. Je garde en tête des sujets qui me tiennent à cœur. C'est après en fait que j'ai dégagé en fait. C'est les différentes thématiques que j'ai construit mon récit. T'as construit ta réflexion. C'est une façon de mieux se connaître en fait. Les expos, ça sert à ça aussi. Exactement. Faire une scénographie, prendre du recul. Tout à fait. Je me dis mais mince, pourquoi j'ai pris ça et pas autre chose quoi. Et là c'est une chance inouïe pour moi en tant que franco-algérien parce que il y a beaucoup de grands photographes français, mais c'est important que des Algériens s'approprient leurs images en fait. Et c'est aussi une de mes démarches aussi quoi. D'en être conscient en tout cas. Exactement. J'ai vraiment cette chance de pouvoir le faire ici quoi. Et ici alors on est dans un stade en particulier, on est toujours à Médéa ou pas? Alors ici c'est à Médéa. Ouais. C'est à Médéa. C'est pas un stade en fait, je croyais que c'était un stade. Là c'est un stade. Là c'est la Casbah d'Alger. Ok. Et là il y a un bout de mer ici que j'aime bien, c'est la Casbah avec l'état de la Casbah derrière qui est affolant.
Qui est déplorable. Qui est déplorable. Mais il est bon. Ils vont la restaurer là, apparemment. Ouais. Peut-être avec Jean Nouvel. Jean Nouvel, ouais. Mais bon, c'est pas forcément une bonne. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, là, ça donne écho un peu avec ma jeunesse roubaisienne. Hein. Ouais. Les footballs qui se font dans la rue. Il y a un mélange. Quand je parle de mon enfance, ça s'imbrique. Hein. Moi, je sais plus faire la différence entre ce que j'ai vécu aussi dans ma jeunesse à Roubaix. Voilà, les parties de foot, etc. Il y a des photos où, je n'ai pas trop envie d'en dire, mais il y a des photos où j'ai senti que des scènes où j'ai senti que le football, c'est un peu emprisonnant. Ouais. Voilà, avec cette photo, j'ai essayé de donner cette impression-là. Je t'avoue que quand j'ai vu les photos pour la première fois qu'on me les a envoyées, j'ai senti ça en fait. J'ai senti un côté hyper oppressant. Alors déjà parce que c'est noir et blanc. Après, il peut y avoir des choses lumineuses en noir et blanc. Mais j'ai senti un côté vachement... Le côté, connaissant l'Algérie, qu'on connaît tous, de l'Algérie aussi, oppressant dans tous les sens du terme. Tout à fait. Maintenant, pourquoi le choix du noir et blanc ? Parce que avec le MGU, j'ai vraiment... j'ai raté plein de photos, hein. C'est affolant parce que pourquoi c'est trop flou, la lumière elle est pas bonne. Je m'astreins à sortir assez tôt le matin, ou après vers 3-4 heures de l'après-midi, le soleil est pas trop, tape pas trop. Mais pourquoi le noir et blanc ? Parce que ça me permet déjà de donner une intemporalité déjà. Ouais. Et deux, moi ça me permet de recentrer un peu le sujet. Et c'est là où moi je vais jouer en fait avec les lumières, les contrastes, les contrastes pour donner un peu pour une intention aussi. Voilà, exactement. Mais ouais. Et ce qu'on est en train de dire sur le côté oppressant, justement, l'intention, tu la donnes aussi avec ça, je suppose. Tout à fait. Et donc c'est une façon un peu de redonner un peu ma touche parce que le MJU, tout est automatique en fait. Et là, je suis livré à lui en fait. Et là, c'est un peu ma revanche. Là, je dis, non. Là, c'est un outil qui est réglable le plus. Tout est automatique en fait. Je retire le flash en fait. Donc là, je vais jouer avec l'état de la lumière. Là, ça va rien donner. Donc j'arrête. Là, je vais discuter avec des gens, etc. Quoi. De toute façon, c'est ça, la photo, c'est la lumière. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un supporter. Ça, c'est Alger Hussein Dey. D'accord, c'est l'amicale de foot. Oui, oui, voilà, en fait, c'est là où ils sont. Ouais, les supporters, là où Mais alors à Oran, ce qui est marrant, c'est que dans le foot, j'ai jamais vu des supporters du Barça et de Madrid hystériques comme. Ouais, complètement. Je pense que c'est même pire que là-bas, qu'en Espagne. Ils sortent, ils se font la guerre. Il y a eu un mort à Médère. Ouais. Discuter, il l'a planté. Il l'a planté. Les hooligans. Les hooligans. Ouais. Mais c'est une façon de se décharger. D'ailleurs, les manifs qu'il y a en ce moment en Algérie, ça ressemble beaucoup à des chants de stade. Hein. Oui, complètement. Les chants qu'ils ont inventés, complètement. C'est fou. Et d'ailleurs, il y a une photo où je photographie des jeunes. J'arrive à les prendre sur le vif parce qu'ils écoutent une personne qui chante et qui fait un chant de stade en fait. Ouais. Ici, on est dans la cabine où j'ai voulu mettre en rapport comment dirais-je, parce que quand j'allais en fait jeune en Algérie, il y a toujours ce respect qu'on doit donner en fait aux plus grands, aux plus anciens, c'est-à-dire les sages, etc. Moi, ça m'avait beaucoup impressionné en fait. Excusez-moi. Oui. C'était avec Alice, vous aviez rendez-vous. Sylvette Goudichon. Elle n'est pas avec vous Non, mais elle nous rejoint par la suite. D'accord, ça marche. Voilà. Merci. Donc aux anciens. Ce respect-là, parce que c'est vrai que c'est un pays de jeunes, mais là dans cette cabine-là, je voulais montrer, les anciens ont un grand rôle quoi, dans la transmission, on a envie de faire l'homme, on a envie d'être comme eux, etc. Donc c'est ça que j'ai voulu dégager dans cette cabine-là. Elle me tient à cœur cette cabine. Et c'est bien excuse-moi de te couper, mais de finir avec ça parce qu'en même temps ça conclut ta réflexion, de faire une documentation, d'archiver. Et c'est vrai que c'est beaucoup les cultures orales qu'on a là-bas. Tout à fait. Alors que justement, c'est eux qui ont c'est un peu
les bibliothèques vivantes, quoi, les gardiens, les gardiens des histoires. Exactement. Que ce soit ils ont toujours des histoires à raconter. Toujours des histoires, et que ce soit en enregistrement ou en photo. Et c'est un travail que je fais. J'enregistre à leur insu les discussions parce qu'il y a des choses incroyables, quoi. Même les sons. C'est-à-dire qu'une fois, c'était l'Aïd, et très tôt le matin, les petits commencent à se réveiller un petit peu, on les fout dans la mosquée, et ils commencent à faire le chant religieux. Allahu Akbar. Et ça commence. Alors il y a des bruits de coq, il y a un chien qui aboie. Et moi j'ai trouvé ça fantastique, c'est incroyable. Alors si tu avais une bande son à faire pour l'expo, ça serait quoi par exemple? C'est enregistrer le quotidien en fait. Le quotidien des Algériens comme je le photographie. Retranscrire le son qu'il y aurait dans les photos en fait. Dans les cafés le vendredi, je sais pas si tu as déjà vu, c'est incroyable. Je crois que il y a une énergie incroyable. C'est sûr. Ça boue. J'ai déjà vécu des scènes où il y a 5 personnes, on dirait qu'on est au Zénith de Lille. C'est vrai. Mais là, il y a une vingtaine de personnes au café Tout va bien de mon grand-père qui est à Médéa. Et là, je suis ça hurle. Je tiens avec leur son en fait. C'est impressionnant. En plus, il y a beaucoup de carrelage et de beaucoup de, comment on dit, ça résonne. Carrelage vitre dans les cafés, ça résonne, c'est fort. On n'entend plus rien, c'est fou. C'est incroyable, Alors dans cette cabine-là, aux anciens, et on voit beaucoup de gens en méditation en fait. Là-bas, ça réfléchit, ça boue tout le temps en fait. C'est pas que des consommateurs. Ils sont aussi dans une réflexion. Et je voulais casser un peu l'idée du souk en fait. Il y a des gens seuls qui sont dans une espèce de réflexion, de méditation en fait. Donc c'est cette cabine-là en fait où j'essaie de vraiment de capter leur énergie en fait. Leur énergie. Lui, c'est un peu. C'est une belle photo. Parce que là, il est marqué Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Et lui, c'est un sans-abri, en fait. Là, il a cette bouteille de vin. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et là, je suis accroupi avec lui, en fait. Et là, je me dis, mince, mais j'ai dû le prendre au moins une dizaine de fois. Médéa, c'est là où il y a des coteaux, là-bas. C'est là où ils font du vin aussi. Ils sont très connus pour leur vin. Ils sont très, très connus pour leur vin. Et d'ailleurs, c'est la photo qu'elle parlait, en fait, Sylvette, tout à l'heure. Là, c'est un aveugle. Et il a senti ma présence. Il a senti ma présence parce que le MJ est discret, mais il a entendu le tout. Et il a fait ça en fait. Alors que. Et t'as parlé avec lui du coup? Non, pas beaucoup. Dommage. Très très discret, pas beaucoup. Okay. Pas beaucoup. Je parle avec quasiment toutes les personnes que je photographie. Mais en Algérie, c'est marrant, mais dans les pays arabes en général, mais quand on dit Hajj, c'est une forme de respect. Ah oui, complètement. Alors qu'ici, quand on dit vieux. Ah oui. Enfin, c'est pas la bonne traduction, mais je veux dire. Même pire, Chir. Moi, mon père, je l'appelle Chir. Chir. Saha Chir. Et lui, il est content. Ah bah oui, je suis là. La classe. Dans les chanteurs Sha'bi, quand on dit Chir, c'est bon. Il y a un chanteur Sha'bi là, qui est juste là. Et il le dit lui-même. Lui, c'est Abdelrahman Koubé. Lui, il me dit. Voilà, je dis comment t'es arrivé à ce niveau-là. Il dit mais c'est pas moi qui décide, c'est les gens. Quand les gens commencent à t'appeler Chir, vieux, c'est maître. Donc là, voilà, je suis content. C'est un aboutissement. Donc voilà, il y a des gens seuls, des gens et des interactions. C'est le mélange que j'ai voulu faire. D'accord, ok. Là, je suis très près d'eux, là. Je suis vraiment collé. Et il n'y a pas de. Ce qui est intéressant, c'est que dans les cafés, on peut s'incruster, en fait. C'est pas sa table, en fait. Moi, j'ai besoin juste d'un coin de table à poser son thé. Donc tu peux te mettre avec eux. Ah oui, complètement. Et puis partager, être dans un autre délire complet. Et parfois, c'est marrant de les écouter aussi. Et parfois, je les enregistre, quoi. J'ai pas assez d'enregistrement, très honnêtement, mais il doit y avoir des discussions complètement. Pareil, c'est une idée de mon ami, Mohamed Flites, qui dit mais il faut enregistrer les gens. Faut enregistrer les gens, absolument. Surtout que maintenant, techniquement, c'est très faisable facilement. Ah ouais, complètement. Avec un téléphone, avec une très très bonne qualité. Là, pareil, des gens qui s'isolent avec le brouhaha de l'urbanité. Pareil, une personne en réflexion. Alors là, on voit. Et alors sur les photos, donc ça, ce sont des tirages argentiques aussi ou c'est des scans de. Moi, ce que je fais, c'est que je scanne en haute définition. Oh, d'accord, c'est ça. Avec mon réflecta. Et derrière, donc ils sont couleurs. Derrière, je les repasse en noir et blanc. Ah, d'accord. C'est ça en fait. Ok. Et le tirage, il est numérique. Le tirage, il est numérique. D'accord, ok. Le tirage est numérique. Ok. Et j'ai toutes les pellicules. Ouais, ok.
Bon, bah, et c'est une façon, moi dans ma photo, on a vu Algérie vue du ciel, Yann Arthur Bertrand, on a vu, voilà. Moi je voulais être vraiment près des Algériens. Là je suis 1m50. Je dis, et Yann Arthur Bertrand, il rend hommage aux Algériens. Il dit, moi j'ai rencontré des Algériens. Il dit, c'est vrai que c'est un beau pays, mais les Algériens sont formidables, quoi. Il y a une humanité, etc. J'ai tenté de rendre hommage. Voilà, j'ai tenté de rendre hommage en étant vraiment au plus près d'eux, en fait. Ok. Voilà. C'est bon? Écoute, on a bien discuté, c'est hyper intéressant. Puis bien. là, on va faire tout le couloir. Le couloir. Alors, avant de vous laisser encore une fois, ça c'est le recadrage. On a été obligé de recadrer pour l'agrandissement de la photo. Donc, il prendra tout le mur. Ça fait 4 mètres sur je sais pas combien. Super. Donc, ça sera. Mais ils ont été obligés de recadrer. Pas de souci. Voilà. Alors, Marine me demande si RFI veut faire une interview de vous le mercredi 6 à un moment entre 10h et 14h. Quand vous voulez. RFI. Oui, Radio France Internationale, ils veulent faire une interview. Mais donc c'est le mercredi 6, il faut trouver un moment entre 10h et 14h. C'est dans une semaine. À quelle heure donc Entre 10h et 14h. Oui, c'est vrai. Mais donnez une heure à Marine pour. Mais une heure en fait, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, à partir de 10h, c'est parfait. 10h, je vais lui dire 10h. Donc il ne faut pas oublier que TV5 Monde vient faire un reportage j'ai finalement, à 13h30. Ouais, j'ai finalement posé ma demi-journée. D'accord. J'ai réussi à la poser. C'est de 13h30 à 15h. Donc ça, c'est ok. Et puis la visite presse, c'est le vendredi. Ça, j'ai posé toute ma journée. Voilà, ça, c'est bon. Donc je lui dis 10h, ça 10h, sera ouais, ça serait parfait. Très bien. Voilà. Merci. C'est la photo que Sylvette aime bien. Et en fait, là, c'est des vignes. Hein. C'est des vignes de Belchka, qui Médée est connu pour sa vigne. Ils font encore du vin là-bas. Ouais, ils font encore. Et toi, tu fais quoi comme métier alors? Moi, je suis dans l'informatique. Dans l'informatique? Dans l'informatique, ok. Je suis dans l'informatique. Ici sur Roubaix? Non, à Templemar, près de Seclin. D'accord, ok. En fait, on gère l'informatique de Castorama et Brico Dépôt. D'accord. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Interne ou... Je suis interne, ouais. Je suis interne. J'étais externe. Mais c'est sur des systèmes informatiques internes ou genre les sites internet, tout ça? Non, c'est les systèmes informatiques internes. Interne, ouais. De gestion interne. Il y a un petit peu le site internet. Je suis pas technique, hein. Je suis dans la gestion de projet en fait. D'accord. J'ai commencé par la technique où je faisais le support des grosses machines informatiques comme Linux, Unix, etc. D'accord. Et après, mon métier a évolué en fait. J'ai voulu arrêter la technique. Ça allait très vite. Ouais. Et même super vite, c'est-à-dire que toute l'ingénierie est en train de partir en Inde en fait. Ouais, nous on fait plus du suivi, l'organisationnel, etc. L'ingénierie est en train de quitter la France. Hein. Ouais. Les gens ne le savent pas. Mais du coup, tu as quand même une sensibilité par rapport à la technique t'intéresse quoi. La technique m'intéresse, mais je veux pas être technicien. Je veux pas être technicien. Moi, Moi j'ai trouvé mon MGU, l'Olympus, il me satisfait. Et après, voilà. Et après, c'est non. Moi, c'est le sujet qui m'intéresse, quoi. D'accord. C'est les gens, en fait. Ouais. Après, malgré tout, quand même, dans la photo, il y a quand même une part de technique qui est intéressante. Ah oui, mais elle est primordiale. Même au-delà de la technique, il y a des fois, je peux pas photographier. La lumière, elle est vraiment pas bonne. C'est-à-dire, je sais pertinemment, je vais pas griller moi pellicule. Je prends une pellicule, c'est un Kodak Portra 400 que je prends. Il y a un superbe grain. Et par rapport à ça, justement, en Algérie, est-ce qu'il y a des labos photos où tu peux développer éventuellement? En pellicule? Ouais. Non. Non. Il y en a plus. On vend encore des pellicules ou pas sur place? Fini. C'est fini. Hein. Avant, il y avait. L'Afrique a évolué hyper rapidement dans l'informatique aussi. Ça a été. Oui, je rigole de moi quand je vais avec ma pellicule. Du jour au lendemain. Ah, du jour au lendemain. Ouais. Et c'est super. Là, la technologie, eux, ça facilite. Ça rend accessible. Il y a des super photographes. Hein, ils font du côté de. Au niveau de l'Algérois, il y a la station ski de Sheria, à Blida. Parfois, on fait des sorties en nature avec l'association des photographes. Ouais. Parfois, on va en Kabylie. Parfois, on va. Et on fait des super photos de la nature, quoi. C'est magnifique, des super portraits même. Alors ici c'est le fameux chanteur ou c'est lui? C'est lui. C'est lui, on est chez lui. Il y a un regard incroyable. C'est une personnalité quand même. Avec sa cigarette électronique. Hein. Cigarette électronique, ouais. Ah ouais. Super sympa, super sympa. Lui c'est Karim, à la Casbah d'Alger, on est rue Sidi Abdallah à la Casbah, qui est vraiment au bas de la Casbah. On est à la rue, j'ai oublié. Là où il y avait l'ancienne communauté juive d'Alger.
La rue, je sais plus. On est pas très loin de Jami Ali Houd. On continue à appeler Jami Ali Houd, qui est maintenant une mosquée, qui est l'ancienne synagogue d'Alger en fait. Lui, juste à côté, sa spécialité c'est le foie, c'est le kebda. Il fait une charmoula, en fait, il assaisonne très très bien. La veille, il fait des sandwichs avec en fait. Sandwich de foie. 200 dinars, 100 dinars le sandwich. C'est super bon, très sympathique. J'aime bien ce portrait-là parce que mon appareil, il fixe lui. Et, on dirait le Syrien, le président syrien. Ah ouais, il y a un air. Donc voilà, là c'est des portraits où les gens savent très bien que je les prends en photo. Hein. Et donc là, tu disais paysage urbain plutôt en général. On a mis portrait sur les côtés, paysage urbain au milieu en fait. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'elle avait décidé. Ok. Donc ça, ce sont des gens que tu connais en général. C'est des gens plus ou moins que je connais. Plus ou moins que je connais. Donc lui c'est un mémorade avec son ami. Lui c'est mon oncle, lui c'est l'oncle à ma mère. On est au café Tout va bien, au café de mon grand-père. Ok. Qui est assez Amédéa. Ok. C'est assez connu. Le saloon. Saloon. Comme dans les westerns. Exactement. Là c'est un couple, j'ai bien aimé. Là, il la tient par la main. Il me grille. Hein. Ah bah oui. Ouais, heureusement qu'il est un peu affaibli, sinon j'aurais pris un coup de canne. Un coup de canne. Lui c'est Nounou. Nounou, Hadj Nounou. Très sympathique. Très très sympathique. Il a une bonne tête. Ouais, une belle tête. Il boit son thé à la menthe. Voilà. Je dis, mais tu laisses photographier. Prends-moi en photo. Lui, c'est Tinicha. Ok, c'est un ami à toi, ça. Ouais, c'est mon cousin. Mon cousin. Ouais. Tinicha, on est à Alger, là. Super sympa. Donc là, on arrive sur des paysages. Lui, c'est Shahid Mustafa Ben Boulaïd. Donc, ma grand martyr, père fondateur de la Révolution, Mustafa Ben Boulaïd. Et là, voilà, on est à Alger en fait. Et là, j'aime bien ce le contraste, côté histoire et puis passé futur quoi. Passé futur. Avec les tags et tout. Exactement. C'est une belle photo. Ouais, je crois que c'est ma préférée pour l'instant celle-là. Et celle-là aussi. En même temps, le format il est bien comme ça. Hein. Ouais. Les grandes, Donc là, le singe, là on est entre Blida et Médéa. Ouais. Très belle photo. Mais là, aussi. Limite, il pose quoi. Donc je lui tire un portrait quoi. Qui est dessiné là. Ouais. C'est moi en fait. Il faut faire le lien. Ça, c'est la route de la Grande Kabylie. Non, ça c'est entre Blida et Médéa. Entre Blida et Médéa. Ouais. Médéa est à peu près à 1000 mètres. Blida, donc c'est plat. Ok. Donc là, quand on monte vers Médéa. C'est le Petit Atlas en fait. Petit Atlas, ouais. Petit Atlas, ça monte jusqu'à 1500 mètres maximum. Il y a plein de singes encore là-bas. Ouais. Là, c'est la Casbah d'Alger. Sidi Mohamed Sherif, c'est un coin assez connu. Il y a une photo d'Ali Lapointe. Là où je prends la photo, il est assis. J'aime bien avec cet enfant qui part, qui se sauve. Voilà, c'est la Casbah d'Alger. Là, pareil, il y a un mélange d'urbanité. C'était à la veille du 1er novembre, la fête nationale. Ouais. Voilà, il y a des parades et tout ça. Avec les chevaux là. Exactement. Exactement. Il y a des trucs, il faut faire attention. Je pense qu'ils vont nettoyer. Hein. Ouais, j'espère. Si, je sais pas encore. Ici, c'est une vue de. Depuis la Casbah d'Alger et depuis. C'est la pointe, ça, non? Non, c'est la pointe. Ah non, ça c'est vraiment la Casbah d'Alger. La Casbah. Masjid el-Kbir, la grande mosquée. La pointe, elle est juste là-bas. C'est pas ce côté-là, ouais. Ok. Là, c'est Ketchawal, la mosquée qui a été restaurée récemment par les Turcs. Ouais, ici. ok. Erdogan est venu pour l'inaugurer en grande pompe. Ah oui. Qu'est-ce qu'on voit encore? Le Marsa, en fait, le port d'Alger, qui est là. Oui, voilà. Et là, on est depuis la terrasse de Khaled Mahyoud, qui est l'ébéniste de la Casbah d'Alger. D'accord. Il est assez connu. C'est pas un luthier aussi, non? Je sais pas du tout, mais en tout cas, lui, il est connu pour faire des portes sans clous, en fait. C'est un brick et il maîtrise encore l'ancienne technique, en fait. Mais en fait, il y a plein de trucs qui sont conservés là. On dit il y a un manque de développement, tout ça, mais en fait, ce qu'ils ont conservé, ça va être aussi des choses hyper positives dans le futur, parce que c'est des... En tout cas, on tente de revaloriser tout ça en fait. Je sens qu'il y a une dynamique autour de ça. Il y a une prise de conscience en Algérie, ça c'est sûr, autour de ça, sur les anciens métiers, les anciennes techniques, etc. Et par rapport à,
Par exemple, je suis très en rapport avec les céramistes de Médéa, ils sont assez connus. Okay. Ils font de la céramique, ils font des choses incroyables. Ouais. Ils vont exposer, je vais proposer d'exposer une céramique. Et qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de ce côté hyper traditionnel et en même temps hyper moderne dans tout ce qui est, tu sais, technologie, tout ça Parce qu'il n'y a pas d'entre-deux, là, en ce moment, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre, c'est vrai. Mais les jeunes, les Algériens tentent quand même de vivre avec leur temps, en fait. Bien sûr. Je comprends aussi un peu ce rejet. Parfois, il y a des gens qui ont ce rejet. Tu rentres chez eux, c'est hyper moderne, il n'y a plus rien de traditionnel, en fait. Et des gens qui sont un petit peu entre deux, pas beaucoup, et des gens qui restent dans l'aspect traditionnel, nostalgique de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, des traditions et tout ça. Et tu penses pas que ça vient aussi justement un peu la schizophrénie des gens qui habitent ici et qui sont d'origine algérienne, qui repartent là-bas? Alors ça, c'est les immigrés qui le portent. Oui, mais justement, en général, tu sais, tous les fantasmes qu'on a sur l'Occident, là-bas, sur justement... c'est peut-être aussi en rapport avec ce qu'ils ont vécu et les récits transmis par les anciennes générations qui ont connu le colonialisme, tu sais. Bah oui. Et donc, eux, ils sont, entre deux. Entre le rejet et forcément attirés parce que c'est moderne, c'est mieux. Et je veux dire, c'est pas comme au Maroc où il y a beaucoup d'Occidentaux qui vont là-bas en vacances. Et l'Algérie, c'est spécial parce qu'il y a quasi personne qui rentre. Ouais, quasi personne, ouais. Alors, et du coup, il y a ce manque, mais qui devient un fantasme de l'extérieur, quoi, en fait. Oui, je suis assez d'accord. Maintenant, voilà, il y a... Conserver le patrimoine, c'est une volonté politique aussi. Je veux dire, la maison du petit-fils de l'émir, la personne veut le donner, en fait, veut s'en débarrasser. Il dit, mais pas à n'importe quel prix, il faut vraiment le conserver, etc. Mais en même temps, je sens aussi les Algériens ils ont envie de se projeter dans l'avenir. Et c'est pas avec leur tradition, en fait. Beaucoup font, je pense, peut-être ce mauvais réflexion. Je sais pas, parce que tu vois, des coins comme justement, soit au Maroc, soit à Bali, soit il y a beaucoup de gens qui vont là-bas par intérêt pour justement découvrir ces anciennes. Et du coup, ils cultivent un peu les anciens métiers, ils sont demandeurs, et du coup, quand même, les gens qui conservent ces traditions-là, elles peuvent vivre de leur céramique à la main, de leur... Mais là-bas, c'est une lutte. Ben voilà. C'est une lutte. C'est une lutte de... Parce que moi, les céramistes que je connais, ils ne vivent pas de leur métier. Très peu. Ils sont tous soit profs de sport, soit... Mais il a hérité ça de son père et il garde ça, jalousement. Parce que tu vois, depuis le début, dans ta démarche, que tu m'expliques que c'est de la documentation et constituer une sorte d'archive d'une certaine période, j'ai l'impression qu'on est dans une logique de tout va disparaître, en fait. Bah oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, c'est cette peur-là. C'est cette peur-là. Parce que, et même à un moment donné, j'étais vraiment en stress. C'est-à-dire que entre mon arrivée en 2002 jusqu'à l'année dernière, il y a des choses qui ont changé à une vitesse incroyable, quoi. Il y avait par exemple une vieille personne qui s'occupait de confectionner que les habits traditionnels des enfants qu'on allait circoncire. Il faisait que ça. Il y avait vraiment un petit magasin. Il est décédé là, il n'y a personne qui a repris. Par exemple, ça c'est un exemple. Mais alors justement, moi ce qui me saute aux yeux, c'est quand tu dis il y a beaucoup de choses qui changent. C'est pas qui changent, c'est qui disparaissent. Qui disparaissent. C'est plutôt ça le problème. Qui disparaissent. Tout ne disparaît pas. Mais j'ai envie d'éveiller une prise de conscience autour de ça aussi. Et alors pour faire un parallèle avec l'identité, parce que moi c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, l'identité. Tu sais, le problème identitaire, je pense que c'est un problème. Identitaire justement de comment on représente en tant qu'Algérien immigré, d'origine algérienne, ou pour toi, tu es venu ici très jeune, mais à quoi tu t'identifies en fait en tant que Algérien, double nationalité, c'est hyper... c'est tortueux. Tu dirais, C'est tortueux quand même. C'est tortueux quand même. Même si
moi personnellement, je trouve que j'ai des facilités. Pourquoi? Parce que je maîtrise la langue. Ouais. Et je leur interdis de me dire migrer. Il a le migré, les migrés là. Et, parce que mes cousins, ils aiment bien être fiers. Voilà, c'est mon cousin, il vient de France et tout. Ouais. Ah ouais, moi je. Les riches. Ah, les riches. Ça, je leur interdis. Ouais. Parfois, ils font l'erreur. Je leur dis non, attention, pas devant moi. Ouais. Et parce que j'ai envie de me fondre avec eux, en fait, d'être. Tu te considères pas comme. Comme immigré, quoi, comme non algérien. Voilà, je suis français. Comme algérien à 100%, français à 100%. Exactement. J'aime bien j'aime bien ce que a dit Rachida. Je suis français, je suis algérien pour toujours et français tous les jours. Ouais. Ça résume tout. Enfin, elle est incroyable cette phrase. Et voilà, je suis parmi eux, je suis parmi vous. Ne me considérez pas comme l'immigré. La problématique, c'est qu'à un moment donné, il faut discuter, il faut échanger avec les gens. Quand on ne maîtrise pas la langue, c'est compliqué. Moi, je discute avec des amis roubaisiens. Je dis voilà, ici, je me sens pas français, parce que voilà, j'ai un faciès qui ne leur revient pas. Et quand je vais là-bas, je suis pas algérien, en fait. Je comprends pas je comprends pas leur délire, je comprends pas quand ils me parlent, etc. Et on me stigmatise toujours, ouais, il est là l'immigré. C'est fou, quoi. Et c'est troublant même pour moi. Mais encore, je dirais, ça va pour des gens qui connaissent l'Algérie, mais il y a plein de gens qui connaissent pas l'Algérie, qui sont d'origine algérienne, qui connaissent pas du tout l'Algérie. Parce que l'Algérie fait peur. Oui, mais... Il y a un côté hyper... faut faire attention. Moi, je connais des potes à moi qui ont des parents d'origine algériens qui leur quasiment interdisent d'aller là-bas parce qu'ils disent c'est dangereux l'Algérie, il faut pas aller, tu vas te faire... Mais c'est fou ce que tu dis là, parce que moi j'ai l'exemple moi dans mon boulot, dans les Français que je côtoie, français, hein, pas d'origine algérienne, disent mais quand à un moment donné, voilà, il y a un resto, on discute et... Donc toi, t'es d'origine algérienne? Je dis bah oui. Il me dit t'es marocain. T'es marocain? Je dis bah non, je suis d'origine algérienne. C'est presque insultant de dire algérien. Et ah oui, t'es algérien. Et ça va? C'est le ça va en fait qui me trouble. Ça fait peur. Ouais, je dis ouais, ça va. ça va bien. Et puis il me dit ça va la situation? Il va pas s'intéresser, j'ai lu tel écrivain, ou j'ai vu telle expo, tel film. J'ai une amie qui est partie, on visite pas l'Algérie, on peut. C'est aussi un peu le but. Moi, je trouve qu'on se fait beaucoup une image un peu négative. Alors que c'est hyper simple, les gens sont bienvenus. Moi, je connais plein d'amis français, franco-français d'origine française qui sont partis là-bas en vacances, qui ont adoré, qui retournent chaque année, quoi. Ah ouais, c'est devenu genre leur... c'est un peu l'objet de cette expo aussi. C'est de donner une image. Je suis pas là pour traiter des complexités sociales et des difficultés au quotidien. Ça peut transparaître sur certaines photos. Il y a un peu... C'est précaire parfois dans les métiers, etc. Mais c'est donné, les gens en vivent, hein, ils utilisent la technologie, ils ont une réflexion sur leur tradition, ils discutent, ils méditent, il y a des enfants qui vivent. C'est d'alléger un peu le côté pesant et de se dire, voilà, c'est un pays comme tous les autres pays. C'est une vision humaniste. Et c'est le travail que je fais aussi à Roubaix. Ouais. Roubaix, c'est les mêmes stigmates en fait. Tu fais de la photo sur Roubaix aussi? Ouais, qui est plus difficile pour moi, mais là pareil, j'essaie vraiment de faire des belles photos de Roubaix. Pareil, très humaine. On peut découvrir un aspect un peu, voilà, les gens sont peut-être mal fringués, il y a un peu un côté précaire, mais c'est pas ça. C'est toute l'humanité qui peut dégager des gens, simple en fait. Je pense que c'est une bonne conclusion. C'est clair. Pour notre entretien, c'était un plaisir. Ouais, merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir. Je t'ai fait parler un peu. Ouais.